Tout d'abord, on voudrait remercier les organisateurs, en particulier Laurent Ouzou et son équipe, qui ont lancé cette conférence colloque. Et ensuite, on va vous présenter quelque chose sur la psychologie sociale qui se situe dans le temps long, voire très long, puisqu'on va s'interroger sur les phénomènes d'influence sociale à travers des contextes historiques. Donc les phénomènes d'influence ont toujours suscité de l'intérêt chez les humains et de la fascination par les changements qu'ils impliquent, tant au niveau des individus que des groupes d'individus. Aussi ont-ils constitué un domaine central de la psychologie sociale depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Alors les questions sont importantes puisqu'on peut se demander comment parvient-on à influencer, à faire en sorte qu'autrui adopte un point de vue qui n'est pas le sien à l'origine et éventuellement qu'il se convertisse à des idées nouvelles. Et comment est-on amené à modifier ses opinions, changements et représentations sous l'influence d'autres personnes ? Alors ces questions sont primordiales puisqu'elles incluent des enjeux de toute première importance, que ce soit au niveau politique, social, religieux, philosophique ou encore économique. Et en même temps, elles renvoient à travers les différents courants et modèles théoriques concernés à des conceptions qui sont souvent implicites et qui peuvent varier selon les époques et qui définissent de façon différente ceux qui influencent et ceux qui sont influencés. Dans cette perspective et dans le cadre de cette deuxième conférence sur l'histoire de la psychologie sociale, cette communication se propose d'examiner quelques-uns des principaux champs de recherche sur l'influence, en liaison avec les contextes historiques dans lesquels les chercheurs ont appréhendé les différentes formes et phénomènes d'influence. Donc, à partir de la revue des modèles théoriques proposés par ces grands courants de recherche, nous nous sommes plus particulièrement intéressés, selon les enjeux idéologiques et politiques propres à chaque époque concernée, aux différentes modalités et aux processus de changement et de résistance étudiés, ainsi qu'à la façon dont sont définis et abordés les influenceurs et les influencés. Bien. Alors nous allons d'abord aborder dans le temps en quoi justement... Nous allons donc aborder dans le temps lointain comment on peut constater déjà un lien très important entre les tentatives de persuasion et d'influence et le contexte politique dans lequel ces tentatives se sont développées. Alors, l'intérêt pour les processus d'influence est très ancien. Les Grecs de l'Antiquité s'étaient déjà intéressés à ce domaine et leurs écrits soulignent une connaissance précise et une pratique élaborée des techniques mises en œuvre pour convaincre un auditoire. Vous n'avez qu'à consulter le livre, les écrits d'Aristote sur la rhétorique pour vous rendre compte que ce qu'il a écrit est toujours d'actualité au niveau de la communication persuasive. Alors, ce n'est sans doute pas un hasard si la rhétorique persuasive va naître avec le régime démocratique qui va se mettre en place dans les cités grecques à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Platon, dans le Gorgias, va établir d'ailleurs un lien direct entre rhétorique et démocratie. Alors, l'art de persuader, dans ce contexte de l'Antiquité grecque, s'inscrit dans un contexte politique qui est caractérisé par l'égalité et la liberté d'expression des citoyens grecs, bien entendu. Les autres, on n'en tient pas compte. Dans la cité grecque, les décisions qui régissent la vie publique se prennent à l'Assemblée du peuple, l'Agora, à laquelle participent tous ceux qui ont le titre de citoyen. Il s'agit d'une situation
dans laquelle un orateur va essayer de persuader un auditoire nombreux pour l'inciter à approuver certaines propositions qui sont très importantes au niveau politique pour la vie de la cité. Alors, l'auditoire, qui est constitué donc de ces citoyens grecs, va manifester son approbation ou sa déprobation par des cris d'encouragement, des huées, des sifflets, etc. Et une fois que cet orateur s'est exprimé, on va procéder à un vote qui va donc sanctionner les propositions faites par l'orateur et donc les accepter ou les rejeter. Alors, les orateurs vont peu à peu devenir des professionnels de la parole, des professionnels de la persuasion, qu'on va appeler les rhéteurs. Et plus tard, d'ailleurs, ça va prendre des développements extraordinairement raffinés avec ce qu'on appellera les sophistes. Alors, la connaissance des processus de persuasion va être à la portée de n'importe qui, enfin n'importe qui peut suivre cet enseignement, bien entendu. C'est-à-dire que n'importe qui peut devenir rhéteur. Donc le rhéteur va devenir un personnage très important dans la cité grecque, puisque c'est grâce à lui qu'on va prendre des décisions très importantes pour la vie de la cité. Donc le fait que n'importe qui, quel que soit son statut social, va bouleverser l'idéologie préalable qui existait et qui était basée sur la hiérarchie sociale ou héréditaire. C'est-à-dire que puisque cette connaissance est accessible à tout le monde, l'influence qu'elle peut exercer n'est aucunement due à aucune supériorité ou légitimité sociale ou héréditaire. Donc ça va provoquer un bouleversement très important. Alors la rhétorique destinée à convaincre les assemblées populaires va disparaître avec la démocratie en Grèce. Donc on voit bien que la rhétorique persuasive est intimement liée au système démocratique. Alors elle va être transplantée à Rome au moment de la République, Rome antique, je parle toujours. Et elle va disparaître en fait progressivement, puisque va arriver l'Empire romain. Et au moment de l'Empire romain, elle sera cantonnée uniquement à des domaines judiciaires. On la retrouvera un petit peu au moment de la Révolution française, au moment de des conventions. Et puis ensuite, on l'utilisera dans des cercles très étroits, mais elle n'aura plus un rôle politique important. Alors, Tacite, l'historien romain, souligne que l'éloquence est inutile quand la nation repose sur un pouvoir incontesté. Donc il y a bien un lien entre démocratie et tentative de persuasion ou d'influence. Alors il faudra attendre en fait la fin du XIXe siècle et l'avènement de régimes démocratiques pour qu'on s'intéresse de nouveau, de manière systématique, à la façon d'influencer autrui. À la façon d'influencer autrui, autrement que par la contrainte, la détention d'une autorité ou par des pratiques magiques. Alors, l'étude de l'influence va susciter rapidement de nombreuses recherches en psychologie sociale à cette époque, à la fin du XIXe siècle, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Alors, ces recherches vont se développer depuis cette époque jusqu'à nos jours, et elles donneront lieu à chacune des époques concernées à de nombreux modèles théoriques dont nous avons déjà entendu et écouté leur contenu précédemment. Et beaucoup de recherches empiriques vont se développer. Alors, on peut distinguer nous avons distingué 5 courants principaux suivant l'importance que l'on va accorder aux influenceurs et aux influencés. Voilà, nous avons distingué ça dans un article qu'on a fait en 2001. Alors, nous allons d'abord voir dans quelle mesure le premier courant, qui va concerner l'influence sur les masses, en quoi il va consister. Alors, d'abord, nous allons aborder les recherches en France. Ensuite, nous verrons celles qui se sont déroulées aux États-Unis. Alors, ce premier courant,
qui se situe donc à la fin du XIXe siècle, correspond à l'avènement de la Troisième République. Et il apparaît juste après la guerre perdue avec la Prusse en 1870 et la révolte de la Commune en 1871. Va s'instaurer alors un régime démocratique où la décision, bien sûr, revient au peuple, mais par le biais de représentants élus. C'est-à-dire que, contrairement à la démocratie grecque, il n'y a pas de démocratie directe, c'est une démocratie de type représentatif. Alors le peuple, il est représenté, bien sûr, il est représenté par ses élus, mais on sait que depuis la Révolution française de 1789, il demeure un élément de première importance parce qu'on sait qu'il peut se soulever et qu'il peut renverser le pouvoir en place de manière très violente. Alors, les différentes révolutions qui vont jalonner le XIXe siècle, en France et en Europe, vont confirmer justement sa force de révolte populaire. Alors, un des problèmes majeurs qui va se poser donc à cette époque aux chercheurs à la fin du XIXe siècle, c'est de parvenir à connaître et à comprendre les phénomènes de foule afin de contrôler, dominer et orienter les masses qui représentent un danger potentiel pour toute forme d'autorité instituée. Tarde et Lebon vont étudier ces phénomènes. Les conceptions de l'individu en foule qu'ils proposent et qu'ils étendent ensuite à d'autres situations de la vie sociale sont assez voisines, même si elles diffèrent sur un certain nombre de points. Alors, soucieux des réalités de la France, Gustave Le Bon cherche un antidote au désordre amené par les foules. Il a en effet assisté, il était au moment de la Commune de Paris à Paris, et il a vu notamment l'incendie des Tuileries et de toute une série d'autres bâtiments publics qui ont été incendiés par les communards. Et ça l'a énormément impressionné et effrayé. Alors, cet antidote au désordre mené par les foules, il ne le trouve ni dans l'histoire, ni dans l'économie, mais dans la psychologie, comme dira Moscovici en 1981. Alors, selon Le Bon, en 1895, l'individu en foule connaît une dégradation de la conscience et une régression vers des stades primitifs, une perte de tout esprit rationnel et de tout sens critique. Cet état psychologique va le rendre particulièrement perméable aux suggestions d'autrui. Pour Tarde, vers 1890, l'homme social serait un somnambule qui agit en fonction de suggestions dont il est l'objet. Le peuple doit donc être guidé par un chef responsable qui sache canaliser ses pulsions anarchiques et destructives. Pour Le Bon, seule une élite, plus exactement un meneur, peut les changer en force de construction d'un nouvel édifice social. Pour Tarde, l'élite de la nation doit apprendre à agir sur les masses et non pas se laisser déborder par elles. Le danger des démocraties nouvelles, dit-il, c'est la difficulté croissante pour les hommes de pensée d'échapper à l'obsession de l'agitation fascinatrice. Dans ce cadre, l'influence va donc devoir jouer sur les registres émotionnels auxquels le peuple est sensible en agissant sur des mécanismes inconscients. Cette influence qui va donc du haut de la hiérarchie sociale vers le bas est univoque. Les influencés ne sont jamais considérés comme pouvant exercer de l'influence à leur tour et l'influence qu'ils subissent échappe d'ailleurs à leur conscience et à leur contrôle. Les travaux qui seront menés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sur la suggestibilité notamment, qui va utiliser l'hypnose comme vecteur de dépendance, situent eux aussi l'influenceur et l'influencé dans cette situation asymétrique de domination et de soumission. Voyons maintenant ce qu'a été ce premier courant dans les recherches qui ont été menées aux États-Unis. Alors, des préoccupations analogues à celles qui touchent les chercheurs français vont également
concerner leurs collègues américains de la même époque. Alors, ces préoccupations apparaissent directement liées au régime démocratique qui existe aux États-Unis. Mais à cette époque, à la fin du 19e, début du 20e, il y a une arrivée des migrants massive. Ce sont des immigrants venus des 4 coins de l'Europe essentiellement, mais d'autres pays du monde aussi, bien que les Européens soient majoritaires. Et la majorité de ces immigrants sont non anglophones et non protestants. Donc, il va falloir, pour les Américains, incorporer progressivement cette masse. Et c'est un problème très important qui va se poser aux autorités américaines. Alors, comme le dit Pechler, pour que la démocratie soit préservée et que le libre arbitre, cher aux puritains protestants, puisse s'exercer, il faut que cette majorité soit guidée, éclairée par une élite. Donc là aussi, on retrouve la notion d'élite qui doit guider le peuple. Le rôle de cette élite va consister en particulier à acculturer ces masses nouvelles d'immigrants et à les couler dans le moule fondateur américain afin que celui-ci puisse continuer à exister et à se développer. Coulet, en 1908, va ainsi s'intéresser à l'imitation et à la conformité au groupe. Il s'agit selon lui d'une activité volontaire dont l'accomplissement procure aux individus satisfaction et succès. On retrouvera un petit peu ces idées plus tard. Ross, vers la même époque, va mettre l'accent sur le processus psychologique de conventionnalité qui est le propre du fonctionnement démocratique basé sur la majorité. Dans ces conceptions, la part des processus inconscients est négligeable, contrairement à celle de leurs collègues français. À présent, nous allons voir l'influence sociale dans des modèles démocratiques, et notamment à partir d'un deuxième grand courant qui va se développer dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années qui l'ont suivie. Il est incarné par les psychologues sociaux d'inspiration gestaltiste tels que Sherif, Lewin et H, qui seront les grands pionniers des études sur l'influence sociale. Ces chercheurs vont se centrer sur les influencés et vont mettre l'accent sur les activités cognitives et interprétatives des éléments de la situation par ces derniers. Ce courant se développera surtout aux États-Unis, bien qu'introduit par des chercheurs étrangers comme Sherif et Levin. Il se situe dans une période tragique et conflictuelle, marquée tout d'abord par l'établissement de régimes autoritaires dans plusieurs pays d'Europe. Cette période s'accompagne de répression, de persécution, puis de génocide des minorités, et ensuite conduit à la Deuxième Guerre mondiale qui opposera durant plusieurs années sombres l'Allemagne nazie et ses alliés aux démocraties. On peut noter que ces recherches ne se réfèrent pas à des contextes de masse, mais se déroulent dans des petits groupes où l'étude des interactions et des échanges est prépondérante. Alors, premièrement, examinons sous cet aspect l'influence du groupe et l'intériorisation des normes avec les travaux de Sherif, 1936-1965. La création et l'intériorisation des normes par les individus dans un groupe résulte d'interactions mutuelles. Chacun d'eux a le même poids dans l'interaction et les mêmes potentialités d'influencer autrui. La norme commune est ainsi le résultat de ces interactions à travers lesquelles chacun des membres du groupe devient tour à tour source et cible d'influence. L'élaboration et l'intériorisation de normes groupales est directement liée à la participation active de chaque personne à travers des interactions réciproques et symétriques. Les situations opérationnalisées par Sherif dans ses expériences se situent dans un contexte égalitaire, envoyant un modèle démocratique où le point de vue de chacun peut s'exprimer et pris en toute par autrui. Dans un tel contexte, influenceurs et influencés deviennent interchangeables. Deuxièmement, l'influence et l'engagement de chacun.
Dans la perspective développée par Lévin en 1943-1965, Lévin va d'ailleurs insister sur le rôle actif de l'influencé qui participe à travers les interactions avec les autres membres du groupe à son propre changement. D'après Lévin, les résistances au changement proviennent essentiellement des craintes de s'écarter des normes de son groupe. Il s'agit donc de réduire celles-ci pour amener les individus à changer. Lévin va réunir des individus d'un même groupe d'appartenance sous la conduite d'un animateur et puis les laisser s'exprimer librement sur l'objet d'une nouvelle norme, puis enfin de leur demander d'annoncer publiquement leurs décisions. L'implication et l'engagement des participants durant la discussion en groupe vont conduire à une remise en question de la norme préalable et permettre au groupe de lever les résistances au changement. Troisième grand volet de ce deuxième grand courant, la conformité et non-conformité à l'influence majoritaire. Alors, tout le monde connaît les études de H 1951, 52, 56, dans lesquelles il va proposer une nouvelle conception des processus d'influence dans lesquels ceux-ci impliqueraient la participation active des individus. Ces processus interviendraient dans la socialisation et en contribuant à l'établissement du lien social. Ainsi, le conformisme correspondrait non pas à une soumission au point de vue d'un influenceur socialement légitimé ou numériquement important, impliquant un simple changement de jugement, mais pour H, le changement correspondrait à une réorganisation cognitive intervenant dans la perception de l'objet. Pour lui, la soumission aux pressions du groupe ne saurait être systématique. Il souligne dans ses articles que l'on a négligé ou implicitement nié les capacités d'indépendance des individus à s'élever au-dessus des pressions groupales et au-dessus des préjugés, voire H52. Ces expériences dans lesquelles un sujet est confronté à une majorité unanime qui soutient un jugement contraire à l'évidence perceptive montrent qu'un pourcentage élevé de réponses fournies par les sujets sont correctes, indépendantes des jugements de la majorité, puisqu'on a 68% des réponses qui sont indépendantes, voire H51, et 32% des réponses qui suivent celles de la majorité, comme on l'apprend dans les manuels. Par contre, lorsque la majorité n'est plus unanime, son influence décroît considérablement, voire H 1956. Alors, les entretiens post-expérimentaux effectués par H soulignent que les sujets influencés se différencient des indépendants par leur rapport de dépendance au groupe. Curieusement, des travaux de H, la littérature psychosociale, largement reliée par les manuels, ne retiendra le plus souvent qu'un tiers des sujets sont influencés et donnent des estimations erronées, alors que si l'on reprend l'ensemble des expériences réalisées, les 2 tiers des réponses ne subissent pas l'influence de la majorité. Voir notamment les travaux de Friand, Rafferty et Bramel, 1990. Alors, en insistant sur la conformité au groupe, ceci revient à insister sur reprendre l'expérience de H uniquement en termes de dépendance des individus par rapport à la majorité. Ce biais interprétatif des études de H, en privilégiant l'ascendant des sources d'influence sur les cibles, apparaît révélateur de l'enjeu social et scientifique que représente la place accordée aux influenceurs au détriment des influencés dans les études sur l'influence sociale, notamment dans le monde anglo-saxon. Nous allons maintenant aborder le troisième courant avec l'influence normative et informationnelle et la conformité. Alors, ce troisième courant va des années 1950 à environ 1965. Alors, il va se développer après la Deuxième Guerre mondiale et il va surtout se développer aux États-Unis. Il correspond à une période de reconstruction et d'essor économique, mais aussi à la guerre froide
entre les démocraties et le bloc soviétique. C'est l'époque aussi du maccarthisme, c'est-à-dire qu'il va se caractériser par un climat de conservatisme très important et une chasse aux sorcières de tous ceux qui n'entrent pas dans le moule majoritaire, notamment ceux qui sont accusés d'être des sympathisants communistes, ou un peu plus tard, cette chasse aux sorcières va également être appliquée aux homosexuels. Alors, les recherches qui vont se dérouler durant cette époque relativement longue vont donner de nouveau sa prépondérance au rôle des influenceurs par rapport à celui des influencés. On va insérer ces influenceurs et ces influencés dans un contexte positif d'adaptation et de cohésion sociale. On reprend un petit peu les idées qui prévalaient au début du XXe siècle avec Ross et Coulet. L'accent est mis sur la dépendance au groupe comme facteur de l'influence. Deutsch et Gérard, en 1955, montrent ainsi à travers les notions de dépendance normative et informationnelle que la conformité à l'influence du groupe obéit chez les influencés à des raisons à la fois motivationnelles et cognitives. La conformité au groupe serait ainsi pour l'individu le comportement le plus adapté à sa vie sociale, au niveau aussi bien cognitif que motivationnel. Ce comportement permettrait à l'individu de se réaliser lui-même à travers la soumission au groupe. Alors, de nombreuses recherches vont montrer que les influenceurs dotés de caractéristiques socialement positives, telles la légitimité, la compétence, la crédibilité ou l'attractivité, sont plus influents que ceux qui n'en sont pas dotés, voire par exemple les expériences d'Aronson et Golden ou de Kellman en 1968. Alors les influencés apparaissent dans ce courant comme des êtres rationnels et moraux qui réagissent favorablement aux caractéristiques positives des influenceurs et défavorablement à leurs caractéristiques négatives. La dépendance et la conformité apparaissent centrales à cette période où la cohésion au groupe prend toute son importance, puisqu'on se trouve dans un contexte de lutte idéologique et géopolitique intense. Le quatrième courant va naître après, dans les années 64-70, avec la figure d'autorité à contester. Alors ce courant va également émerger aux États-Unis. Il va correspondre à une période marquée par les mouvements de contestation, notamment par rapport à l'enlisement dans la guerre du Vietnam et la remise en cause de l'intervention américaine. Ça fait presque une vingtaine d'années, les Américains se sont enlisés dans le conflit vietnamien depuis une bonne dizaine d'années. Ils continueront d'ailleurs de s'enliser encore quelques années. Par ailleurs, le procès d'Eichmann, l'ancien tortionnaire nazi, qui a eu lieu en 1961, a ravivé les interrogations posées par l'obéissance aveugle à l'autorité et ça a ravivé aussi les conséquences de cette obéissance sur l'extermination de millions de personnes. Donc les études de Milgram vont répondre à ces préoccupations sur la soumission à l'autorité et elles vont contribuer à remettre en cause l'obéissance inconditionnelle à ces figures d'autorité et elles vont remettre en cause aussi le bien fondé des conceptions précédentes sur les aspects positifs du conformisme. Elles posent le problème de la résistance de l'individu en situation de soumission, en mettant en scène un conformisme en acte, venant compléter le conformisme en mots qu'avait mis en œuvre H dans ses études. Alors, les expériences de Milgram montrent de façon constante que l'obéissance à l'autorité peut conduire un grand nombre de sujets, 65% dans la première étude qu'il a réalisée. Alors, cette soumission
va conduire un grand nombre de sujets justement à administrer des chocs électriques qui peuvent avoir, parce qu'ils sont fictifs bien entendu, qui peuvent avoir des conséquences susceptibles d'entraîner des effets irréversibles sur la personne qui les reçoit. Mais bien sûr, les sujets ne le savent pas. Milgram va proposer un modèle explicatif des comportements de soumission et il va apporter également une conception particulière des influencés dans leur rapport aux influenceurs, figures d'autorité. D'après lui, l'intégration dans une structure hiérarchisée déterminerait une modification de l'équilibre interne de l'individu qui le conduirait d'un mode autonome à un mode différent que Milgram va appeler l'état agentique. L'individu qui se trouve dans cet état agentique va se considérer comme l'agent exécutif des volontés d'autrui, en l'occurrence de la figure d'autorité, et ne va plus se considérer comme l'auteur de ses actes. Dans cette perspective, certaines situations sociales à connotation hiérarchique raviveraient, d'après Milgram, un schéma de soumission aux figures d'autorité, schéma qui serait conditionné dès l'enfance. Les recherches de Milgram, tout comme celles de H, amènent à une nouvelle lecture donc des différentes formes d'indépendance et d'insoumission à l'autorité instituée. Et elles amènent aussi à une lecture différente des normes dominantes majoritaires qui ne peuvent plus systématiquement être alors considérées comme positives pour l'individu. Nous allons examiner à présent rapidement un dernier courant qui concerne l'influence des minorités. Celui-ci coïncide avec une période marquée par l'émergence puis le développement de mouvements contestataires aux États-Unis puis en Europe. Par exemple, la lutte pour les droits civiques, les révoltes étudiantes, les débuts des mouvements et le début du développement des mouvements écologistes et féministes, etc. Donc, ce courant va apparaître en France, à Paris, et il porte sur l'étude de l'influence des minorités, initiée par Moscovici et Faucheux en 1967. L'accent mis jusque-là sur le conformisme comme principal phénomène d'influence, en particulier dans les travaux nord-américains, rendait inconcevable que des individus sans légitimité particulière, présentant une position différente de celle de la majorité ou d'une norme dominante, puissent exercer une quelconque influence. Pourtant, de nombreux exemples historiques ou issus de la vie sociale montraient que des positions différentes, contraires à la majorité ou à cette norme dominante, pouvaient exercer une très grande influence. Alors on a tous plein d'exemples en tête, mais on pourrait simplement parler ici de Solzhenitsyn et de l'impact de ses livres. Par exemple, L'archipel du Goulag en 1973 sur la perception des régimes communistes. Aussi, à partir de ces exemples et à partir de ces constatations, l'influence sociale peut être envisagée non seulement comme amenant à l'uniformité, à partir des modalités de normalisation, ou encore au conformisme, mais aussi au changement social, à travers la modalité d'innovation. Alors, on peut, parmi plusieurs articles, on peut citer Moscovici, le livre de Moscovici 79, qui résume ces articles, au 1994. Ces nouvelles perspectives, en prenant en compte l'influence des minorités, va permettre d'étudier un pan entier du champ social, jusqu'alors inexploré, et donner lieu à de très nombreuses recherches et développements, à la fois théoriques et empiriques. Alors, le facteur déterminant de l'influence sociale, notamment dans le cas de minorités sans légitimité particulière, ne saurait concerner la dépendance, comme on l'a souvent indiqué dans les travaux sur la majorité.
Mais le facteur déterminant devrait bien plutôt être le fait d'un comportement particulier de la source d'influence, notamment le comportement consistant à travers lequel cette source exprime fermeté, conviction, cohérence et persistance de sa position. Ce faisant, si elle tient cette position au niveau synchronite et diachronique, c'est-à-dire de façon interindividuelle et dans le temps, et si elle maintient cette position, on pourrait penser qu'elle pourrait exercer de l'influence. En ce faisant, le fait de confronter des points de vue majoritaires et minoritaires pendant un certain temps va créer un conflit à la fois social et cognitif. On voit par exemple l'étude que nous avions menée avec Michel Dion dans Personas et Dion 85 ou dans Moscovici Personas 80 ou Personas 79. Dans ce conflit, va nécessiter une résolution dont il peut durer longtemps et dont il peut ne très bien pas se terminer. Mais dans la plupart des cas, si les deux individus, les deux entités continuent à donner leur point de vue dans un espace public, la résolution du conflit va être obligatoire puisqu'on ne peut pas indéfiniment assumer un conflit. Donc la résolution de ce conflit va prendre deux voies différentes et conduire à des processus et des effets différents selon que l'influence est exercée par une majorité ou une minorité. Alors dans un certain nombre de travaux, on a pu montrer que l'influence minoritaire conduit à un processus de comparaison sociale amenant à des changements au niveau public et manifeste, alors que l'influence minoritaire conduit à un processus de validation et à des changements au niveau privé, latent et perceptif. L'utilisation du paradigme bleu-vert permettra notamment d'étudier des effets non conscients de l'influence minoritaire pouvant conduire au phénomène de conversion. Voir par exemple des travaux que nous avons menés avec Moscovici en 80 ou d'autres travaux que j'ai menés par ailleurs en 79. La minorité, par le conflit cognitif provoqué chez les cibles majoritaires, conduit à une exploration plus attentive de l'objet d'influence, à une reconstruction éventuelle de celui-ci, notamment dans des travaux que nous avons menés à Moscovici en 1991, permettant d'envisager d'autres alternatives. Alors que la majorité suscite une pensée du type convergent, limitant l'activité cognitive à un seul point de vue qu'elle défend, la minorité conduira à une pensée divergente, ouvrant le champ des possibles, comme l'ont montré notamment les nombreux travaux de Charles Nemes. On peut citer par exemple Nemes 1986, où elles permettent aussi le constructivisme social, comme l'ont montré notamment les recherches menées à Genève ou encore plus récemment à Lausanne. On peut citer par exemple Pérez et Muni, 1987. Donc les recherches sur les minorités conduisent à une conception nouvelle des influenceurs et des influencés, puisque la majorité, tout comme la minorité, peuvent être toutes deux sources et cibles d'influence. Mais leur influence conduit à des processus et des formes de changement différents. À partir et parallèlement aux recherches menées à Paris dans le domaine de l'influence minoritaire, de très nombreuses recherches se sont développées en Europe, en particulier en Suisse, en Italie, en Angleterre ou en Belgique, et ainsi qu'aux États-Unis. Donc pour conclure, chacun d'entre nous renfermerait une double réceptivité, comme l'indique par ailleurs G.H. Schmid de 1972. Et ces doubles réceptibilités seraient sensibles, selon le contexte, aux appels au conformisme venant des sources majoritaires ou à ceux provenant des minorités, qui les conduira à l'innovation sociale. Les travaux sur l'influence sociale, notamment minoritaire, ont soulevé beaucoup de résistances et de controverses.
révélatrice de l'importance accordée à un certain nombre de présupposés concernant la spécificité du fonctionnement psychologique des influenceurs et des influencés. Elles ont eu le mérite de mettre au jour le rôle des minorités actives dans les phénomènes d'innovation et de changement social et dans le fonctionnement démocratique. Bien, pour conclure, à travers cette représentation très synthétique des grands courants de recherche sur l'influence sociale, en rapport avec les contextes historiques, nous pouvons souligner que, premièrement, l'intérêt pour les processus d'influence apparaît directement lié au contexte démocratique. Deuxièmement, le rôle attribué aux influenceurs et influencés est révélateur des rapports d'influence et des enjeux idéologiques et politiques propres à chaque époque. Troisièmement, on constate une évolution dans les conceptions des cibles d'influence. Elles abandonnent progressivement leurs caractéristiques passives pour devenir de plus en plus actives. Quatrièmement, les différents courants que nous avons distingués sont séparés par des ruptures successives, certains courants venant invalider un certain nombre de points théoriques des courants précédents. Et enfin, cinquièmement, ces ruptures entre les différents courants sont souvent accompagnées de résistances et de conflits qui sont révélateurs des enjeux idéologiques sous-jacents à chaque contexte historique concerné à chaque époque. Comme on le voit, l'influence sociale constitue un formidable outil, à la fois social et cognitif, d'adaptation des humains aux problèmes qui leur sont posés à différents moments historiques et qui concernent leur environnement physique et social. Nous vous remercions.